Nasdaq 100, ce que vous devez savoir. Il y a quelques jours, le Nasdaq 100 a fêté son 40e anniversaire. 40 ans d'histoire de bourse exceptionnelle. Nous allons donc aujourd'hui fêter avec Laurent Elby, le responsable de Next Momentum, le Nasdaq 100. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à tous. « 40 ans d'histoire du Nasdaq 100 en fait. Son 40e anniversaire, il a fêté il y a quelques jours. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces 40 ans d'histoire du Nasdaq 100 en fait? Il est créé quand? Il y a 40 ans. Effectivement, donc c'est le 40e anniversaire du Nasdaq 100. C'est pas n'importe quel indice aux États-Unis, c'est devenu un indice majeur. Et donc c'est normal, Falco, qu'on lui rende hommage à ce Nasdaq 100. Et on va donc commencer cette émission avec quelques caractéristiques que vous devez connaître par rapport à cet indice. Alors le Nasdaq 100, il est né donc le 31 janvier 1985, 14 ans après la mise en place du marché Nasdaq, et il a été introduit avec comme prix de départ 250 points. C'est devenu avec le temps l'indice vedette du Nasdaq, même s'il y a d'autres indices, le Nasdaq 100 c'est vraiment celui qui est devenu la référence aujourd'hui. Alors, ce Nasdaq 100, il est particulier parce qu'il regroupe les 100 sociétés les plus importantes non financières qui sont cotées donc sur le Nasdaq. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les secteurs sont représentés sur le Nasdaq, mais le Nasdaq 100, c'est un indice composé uniquement de sociétés qui sont non financières. Et donc, on a évidemment tous en tête le fait que c'est devenu un petit peu le benchmark des entreprises technologiques aux États-Unis. Et donc, il y a une très forte concentration de sociétés techno sur cet indice. Il est calculé de manière assez traditionnelle, c'est-à-dire en fonction de la capitalisation boursière des entreprises qui le composent. Il est rééquilibré annuellement, c'est-à-dire qu'on va rentrer et sortir des entreprises de cet indice en fonction de leur capitalisation. Le rendement annuel du Nasdaq 100, c'est 14,25% depuis sa création hors dividende, ce qui est bien supérieur aux 11,57% du S&P sur la même période. Depuis qu'il a été lancé, cet indice, il a réalisé une progression absolument exceptionnelle de 20 000%, donc en 40 ans. À la fin de l'année dernière, à la fin 2024, les sociétés du Nasdaq 100 avaient collectivement une capitalisation boursière qui était supérieure à 27 000 milliards de dollars. Pour terminer, il n'y a que 6 entreprises aujourd'hui qui sont encore dans le Nasdaq 100 et qui figuraient lors de son lancement. Apple, et qui est encore évidemment toujours en tête du palmarès en termes de capitalisation aujourd'hui. Intel, Micron Technology, KLA Corporation, Packard et Costco. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Costco, c'est la seule qui ne fait pas partie du secteur de la tech. Merci Laurent. Donc 20 000% de performance, en fait, de rendement dans 40 ans, c'est beaucoup. Comment est-ce qu'on à quoi est-ce que ça ressemble en fait au niveau de graphique? Alors c'est vrai que quand on dit une performance de 20 000%, c'est assez compliqué de se représenter mentalement ça à quoi ça correspond. C'est la raison pour laquelle je vous présente déjà ce premier graphique avec cette progression donc absolument incroyable. Alors ce qui est intéressant dans cette progression, c'est que vous le voyez, ce petit pic ici, c'est la dot-com, c'est l'explosion de la dot-com bubble. Donc l'explosion de la bulle Internet. Regardez ce qui s'est passé derrière. Il a littéralement explosé à la hausse cet indice. Et cette bulle Internet, elle a l'air toute petite aujourd'hui quand on voit la progression qu'il y a eu, notamment à partir des années 2010. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi regarder la progression en échelle logarithmique. Parce que c'est souvent quelque chose que je propose quand on est vraiment sur du très long terme, parce que vous voyez, on retrouve ici
une certaine linéarité, alors que quand on est en échelle arithmétique, on voit bien qu'on ne peut pas tracer de ligne de tendance. Alors, la différence entre une échelle arithmétique et une échelle logarithmique sur un graphique d'analyse technique, c'est que l'échelle logarithmique va grader le graphique en fonction des variations en pourcentage. Et donc, ça va recréer, vous voyez, une possibilité de mieux appréhender la dynamique. Et cette dynamique, en fait, quand on regarde le graphique, on voit que depuis 16 ans, c'est une tendance haussière ininterrompue. Depuis 16 ans, c'est-à-dire depuis 2009. Voilà, c'est vraiment une pente ascensionnelle en quasi ligne droite. D'ailleurs, j'aurais presque pu dire que ce n'est pas depuis 16 ans, mais depuis 24 ans, parce qu'on a en fait ici un creux qui est plus bas que celui-ci. Donc la tendance haussière, elle commence après le crash des années 2000. Et depuis, on a un mouvement haussier qui est très fort. Alors justement, un petit point sur l'éclatement de cette bulle Internet qu'on voit ici entourée en rouge. Si vous zoomez, vous voyez que finalement, on a une très belle construction de retournement baissier en forme de double top sur le Nasdaq 100. Donc cette explosion de la bulle Internet, ceux qui connaissaient l'analyse technique à l'époque pouvaient identifier une figure donc de retournement baissier. Ça ne disait pas que la chute allait être aussi importante, mais ça montrait bien que le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs était en train de se modifier. Et sur la cassure de la ligne de coup du double top, on avait effectivement notre signal de retournement. Alors, ce qui est également intéressant, c'est de voir à quel point ça monte depuis 2009 comme un funiculaire, c'est tranquille. J'ai même pu tracer un canal ascendant. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que quand on regarde la pente qui précède la bulle, enfin l'explosion de la bulle Internet en 2000, elle est beaucoup plus dure, prononcée que ce qu'on a actuellement depuis 2009. Alors, ça ne veut pas dire que le Nasdaq 100 ne peut pas se retourner, mais on voit bien que la progression qui précédait l'explosion de la bulle Internet était beaucoup plus vive, beaucoup plus pentue que ce à quoi on est habitué maintenant depuis 16 ans. Dans un de tes premières slides, il y a écrit que en fait, le rendement annuel du Nasdaq 100 était autour de 14, je crois, et du S&P autour de 11 et quelque chose. Oui. Est-ce que du coup, cette supériorité, cette surperformance du Nasdaq 100 sur le S&P 500, c'est vrai dans toutes les années, ou est-ce qu'il y a des années où le S&P 500 est plus fort? Il y a des années où le S&P 500 est plus fort, mais il n'y en a pas beaucoup. Regardez ce ratio de force relative, c'est donc le Nasdaq 100 divisé par le S&P 500. Et quand vous avez un ratio de force relative qui monte, ça veut dire que ce qui est au numérateur surperforme. Eh bien, depuis sa création, il n'y a eu que 2 épisodes de réelle sous-performance du Nasdaq 100 par rapport au S&P. C'est d'abord cette explosion, cette fameuse explosion de la bulle Internet en 2000, où là on voit effectivement un ratio de FR qui est en chute libre. Ensuite, toutes les années qui suivent, on voit que le Nasdaq 100 surperforme. Alors évidemment, il y a des trimestres, des semestres où il y a des petites phases de sous-performance, mais dans le fond, un investisseur qui aurait préféré surreprésenter les valeurs du Nasdaq 100 par rapport à celles du S&P aurait eu une performance très très largement supérieure. Il y a un deuxième épisode de sous-performance, c'est en 2022, donc très récemment, où il y a eu effectivement une sorte d'effondrement du Nasdaq 100 par rapport aux autres indices et le secteur de la tech par rapport aux autres secteurs, où là il y a eu une vraie sous-performance, mais depuis c'est reparti, et on est donc clairement sur un indice qui est Nasdaq 100, qui est beaucoup plus fort que le S&P 500. Donc 40 ans de performance, est-ce qu'il y avait des années négatives pour le Nasdaq 100 et combien? Oui, il y a quand même eu des années négatives. Il y en a eu 7, même s'il y en a une qui compte pour moi un petit peu pour du beurre. Pourquoi? Regardez, c'est ici en 2018, on a effectivement une performance négative, mais qui tourne autour de 0. Donc il y a 6 années de réelle performance négative sur le Nasdaq 100. C'est 1990, 2000, 2001, 2002, 2008 et 2022.
toutes les autres années sont des années de performance positive. Donc ça veut dire qu'on a eu 7 années négatives sur 40. C'est encore une fois exceptionnel. Alors donc un indice très robuste, mais il y avait des années où il y avait un peu de vulnérabilité. Oui. Où est-ce que nous sommes maintenant? Est-ce que tu vois un peu de vulnérabilité en ce moment ou plutôt pas? Alors, il faut distinguer la temporalité sur laquelle on exerce l'analyse, parce que si on revient très rapidement sur ce graphique, on voit qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Quand on se met en données mensuelles en échelle logarithmique, c'est un funiculaire haussier, comme je vous le disais tout à l'heure. Maintenant, effectivement, il y a sur des fenêtres de temps plus restreintes des facteurs de vulnérabilité, de fragilité, qui génèrent des corrections intermédiaires qui sont tout à fait logiques dans une tendance primaire qui reste haussière. Alors, un facteur qui pourrait être un facteur de fragilité, c'est les valorisations des sociétés qui composent le Nasdaq 100 aujourd'hui, puisqu'on a un price-earning ratio qui est actuellement à 36,7, alors que historiquement, on est sur une moyenne de 27. Donc ça veut dire qu'on a des entreprises sur l'indice qui sont chèrement valorisées aujourd'hui. Est-ce que c'est un facteur de baisse? Pas du tout. Mais ça veut simplement dire qu'il va falloir que nous assistions à des publications de comptes trimestriels en 2025 toujours très robustes pour justifier ces valorisations. Maintenant, il n'y a pas de timing quand on est sur des valorisations qui sont élevées. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. On peut rester longtemps avec des entreprises qui coûtent cher. Encore une fois, si les perspectives de bénéfices restent toujours favorables, on peut continuer d'avoir cet effet momentum, c'est-à-dire des entreprises qui coûtent cher et qui continuent d'être payées, même si elles sont chères. Donc, on est sur un facteur de cherté qui est important actuellement, mais gardons-nous d'anticiper un retournement important à cause de cette cherté, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une condition qui est nécessaire, mais qui n'est pas du tout suffisante. Merci Laurent. Donc un Nasdaq cher, est-ce qu'il y a d'autres signes de vulnérabilité? Oui, il y a un deuxième facteur de vulnérabilité, c'est la concentration. La concentration, ça veut dire que, en fait, plus le temps passe, plus quelques entreprises du Nasdaq 100 sont surreprésentées dans l'indice lui-même. Et ça pose problème parce que si ces entreprises connaissent des déboires, alors c'est tout l'indice qui va plonger avec elles. Et ce que vous avez ici, c'est les 9 sociétés les plus importantes en termes de capitalisation sur le Nasdaq 100, qui représentent 50% de sa capitalisation. Alors, dans l'ordre, au jour d'aujourd'hui, donc le 7 février 2025, en numéro 1, Apple, qui représente, pour simplifier, 9% du Nasdaq 100, Microsoft, 7,7%, Nvidia, 7,3%, Amazon, 6,4%, Broadcom, 4,3%, et là, on est sur les entreprises dont la capitalisation est supérieure à 1000 milliards de dollars. Ensuite, Meta, 3,86%, Tesla, 3,6%, Alphabet, 6% et Costco, 2,8%. Donc sur les 9 entreprises qui sont les plus importantes en termes de capitalisation sur le Nasdaq 100, on en a 8 qui appartiennent au secteur de la tech. Donc une très forte concentration. Alors, quand on a un appétit pour le risque et que les investisseurs continuent de préférer ces entreprises dans leur portefeuille, évidemment c'est très très positif, avec des performances qui peuvent aller de 20 même jusqu'à 30% en 2023. En revanche, si on assiste à une petite fatigue de ces entreprises, de ces hyperscalers américains, et qu'on voit qu'il y a des consolidations qui se mettent en place, alors encore une fois, eh bien c'est le revers de la pièce. On va avoir une sous-performance parce que justement ces entreprises pèsent très très lourdement maintenant dans la construction de l'indice. Donc ça veut dire que la rotation sectorielle est très importante parce que si elle a lieu, cela pourrait vouloir dire que le Nasdaq 100 pourrait potentiellement performer un peu moins bien. Merci Laurent. Maintenant, si on regarde toute l'histoire du Nasdaq 100 et on regarde surtout, cherche des saisonnalités, Oui. Quels mois sont les plus intéressants à investir dans le Nasdaq 100?
Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais il y a des saisons pour investir sur le Nasdaq 100. Tous les mois ne se valent pas. Alors attention, hein, c'est une série statistique qui remonte à 40 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des années où ce que je vais vous montrer, les choses ne se sont pas passées différemment. Mais quand on fait la moyenne de la performance du Nasdaq 100, il y a quand même des choses qui émergent de manière assez claire. Alors, quand on regarde donc la saisonnalité, il y a des mois sur lesquels, a priori, il faut être positionné sur le Nasdaq 100. Ces mois, c'est janvier, ici à gauche, et puis ensuite le mois de mars, où ça repart, avril, qui est fort, le mois de mai également, qui est fort, et puis ensuite juillet. À part ça, les autres mois sont des mois de consolidation ou des mois de baisse. Et puis ça repart à la fin de l'année avec novembre et décembre, où on a effectivement une très bonne performance de l'indice. Et si on prend maintenant que les années post-électorales, en fait, dans lesquelles on se trouve en ce moment, là d'ailleurs. Absolument. Alors, si on prend les années post-électorales comme 2025, en fait, les mois où il vaut mieux investir sur le Nasdaq 100 sont les mêmes, à ceci près que au mois de mars, ici, vous voyez, on a une performance qui est négative les années post-électorales, et en octobre, alors que depuis 40 ans, on a un mois d'octobre qui est souvent volatile, les années post-électorales, depuis 1985, octobre est plutôt un bon mois. Donc les mois comme cette année où il vaut mieux investir sur le Nasdaq 100, c'est janvier, avril, mai, juillet, octobre, novembre et décembre. Merci Laurent, et pour conclure cette émission, tu vas maintenant faire une analyse selon la théorie des vagues de Ralph Elliott. Quelle est ton analyse, Laurent ? Alors effectivement, c'est toujours intéressant d'essayer d'émettre des hypothèses et des scénarios sur ce qui pourrait se passer cette année. Elliott nous aide beaucoup à échafauder donc des scénarios, et vous avez donc à l'écran en données hebdomadaires la trajectoire du Nasdaq 100 depuis le creux de 2023. Alors ma lecture pour cette année, ça va être une année supplémentaire de performance positive, mais qui va être inférieure à ceux que nous avons connus en 2024 et en 2023. Donc on fait le décompte rapidement à partir de cette vague 1 en bas à gauche, vague 1, vague 2, ensuite une grande vague 1, 2, 3, 4, 5, et on termine la vague 3 en juillet 2024, vague 4 ici. Et donc maintenant, on est dans la vague 5. Donc a priori, la vague 5, c'est la vague terminale du mouvement, du cycle haussier qui va toujours dans le sens de la tendance primaire. Donc là, dans cette vague 5, nous aurions fait la vague 1, la vague 2, la vague 3. On est donc maintenant en construction hypothétique de vague 4 avant de laisser la place à la vague 5 de la vague 5 qui pourrait donc permettre au Nasdaq 100 de terminer au 31 décembre 2025 autour des 24 000 points. Merci beaucoup Laurent pour cette émission pour l'anniversaire en fait du Nasdaq 100, 40 ans de Nasdaq 100. Si vous souhaitez être averti pour d'autres émissions qu'on fait tous les jours pour vous à 9h30, à 18h et d'autres émissions spéciales, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout activer la petite cloche grise à côté de laquelle il y a écrit tout. Merci beaucoup. Merci à Falco. toi Laurent. À bientôt.